Aujourd'hui, je vais vous parler de nombres aléatoires et je suis ravi de voir que la cybersécurité matérielle commence à prendre de l'envergure dans ce salon et je vous remercie d'être ici. OpenTRNG. OpenTRNG, c'est une initiative que le CEA a lancée l'année dernière, auquel le PEPR Sécurité contribue, qui a pour but de mettre en open source les outils nécessaires qui permettent aux gens d'implémenter des générateurs de nombres aléatoires physiques dans des composants électroniques. Ce que je vous propose, c'est de faire aujourd'hui un tutoriel pour voir comment on peut prendre en main cet environnement OpenTRNG qu'on propose à la communauté. Donc, ce n'est pas une présentation de slides que j'ai aujourd'hui. Je vous propose qu'on déroule un Jupyter de code pour voir comment vous pouvez facilement prendre en main cette plateforme pour aller jusqu'à la génération de nombres aléatoires sur du matériel. Et on passera même par une petite démo sur un vrai matériel. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire une petite introduction sur ce qu'est un générateur de nombres aléatoires. Alors d'abord, pourquoi des nombres aléatoires? Eh bien parce que tout simplement, si vous utilisez de la cryptographie aujourd'hui, vous avez besoin de clés. Et ces clés, vous avez besoin qu'elles soient imprédictibles. C'est-à-dire que si vos clés, on peut les deviner, eh bien vous aurez beau avoir les meilleurs algorithmes de crypto, les meilleures solutions de sécurité par-dessus, eh bien ça ne servira à rien parce que l'attaquant, il pourra deviner vos clés et donc s'authentifier à vos places, etc. Donc, les générateurs de nombres aléatoires, c'est quelque chose de très important. Moi, j'aime appeler ça la pierre angulaire de la cybersécurité. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est aléatoire, mais on appelle ça vraiment aléatoire parce que du coup, c'est pas pseudo-aléatoire, c'est du vrai aléa. Et comment on mesure du vrai aléa? Eh bien, ça commence par un phénomène physique qui se passe par exemple dans un composant électronique. Ce phénomène physique, on va essayer de le transformer dans le monde numérique pour avoir des bits aléatoires, ce qu'on appelle les RRN, Raw Random Numbers. Ces Raw Random Numbers, on vient les post-processer pour gommer les petites imperfections qu'il peut y avoir. En temps réel, on vérifie aussi que ces nombres ont de bonnes propriétés, donc qu'on n'est pas sous le coup d'une attaque matérielle. Et dans le cas où il y avait une attaque, on a des mécanismes d'alarme qui peuvent permettre d'alerter l'utilisateur derrière. Attention, le générateur vient d'être compromis, faites ce qu'il y a à faire. Et ensuite, souvent, on vient faire un post-traitement cryptographique pour augmenter la qualité de l'aléa et faire en sorte que derrière vous, vous pouvez utiliser cet aléa pour vos propres clés. Le schéma que je vous montre là, il n'est pas anodin en fait, parce qu'il reprend exactement ce qui est aujourd'hui dans les standards de sécurité du NIST et le standard européen du BSI, qui vous décrit comment doit être architecturé un générateur de nombres aléatoires. Dans les composants électroniques, qu'est-ce qu'on fait? On extrait du bruit, comme je vous l'ai dit. C'est jusqu'à aujourd'hui du bruit thermique, en tout cas c'est ce qu'on espère obtenir. Mais il se trouve que plus vous avancez dans les technologies silicium, donc on parle de nœuds en 20 nanomètres, puis 10 nanomètres, puis 5 nanomètres, plus vous avancez dans cette technologie, moins vous avez du bruit thermique, et plus vous avez d'autres types de bruits, comme par exemple le bruit flicker, qui sont des bruits qui ont des propriétés très particulières. On pourrait croire que c'est des mauvais bruits pour faire de l'aléa, non, pas du tout. Par contre, aujourd'hui, tous les modèles de sécurité des TRNG sont basés sur du bruit thermique. Et force est de constater que dans les composants actuels, du bruit thermique, finalement, on n'en a plus tant que ça. Donc comment on fait dans un monde où les technologies avancent pour que les générateurs de nombres aléatoires soient toujours conformes aux modèles auxquels on doit les comparer et aux besoins dont on a. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut utiliser cette plateforme OpenTRNG et on va commencer par voir comment on peut émuler du bruit. Donc je vais commencer par quelques imports Python assez classiques. Je ne vais pas m'épandre dessus. Donc les générateurs de nombres aléatoires, je vous ai dit, il faut qu'on extrait un bruit physique. Une façon d'extraire un bruit physique, c'est d'avoir des oscillateurs en anneau. Donc c'est un petit circuit digital qui tourne sur lui-même, qui génère du coup un signal d'horloge. Et comme on a du bruit dans le composant, eh ben, l'horloge, elle va avoir ce qu'on appelle une gigue. Donc si vous voyez ça sur un oscilloscope, c'est le signal, il bouge toujours. Et ce mouvement-là, c'est le bruit thermique.
ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'accumuler, ce bruit, et de le transformer dans le monde numérique. Donc là, ce qu'on fournit dans cette plateforme, c'est d'abord un premier émulateur qui vous permet de générer le signal d'un oscillateur en anneau. Donc qu'est-ce qu'on génère avec ces quelques lignes de code? On génère des périodes d'oscillateurs qui varient dans le temps pour pouvoir décrire le signal que je vous ai présenté au-dessus. Donc là, on donne un petit extrait du tableau. Vous avez en secondes des périodes et on voit que les périodes changent, donc c'est des périodes bruitées. Pour s'en convaincre, on peut tracer la distribution de ces périodes et vous allez voir qu'on obtient deux distributions de périodes avec deux oscillateurs en anneau qui oscillent à des fréquences plus ou moins identiques. Donc maintenant qu'on sait émuler ces oscillateurs en anneau, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux directement aller émuler les bits qui vont être échantillonnés à partir de ces deux oscillateurs. Donc la structure que vous voyez ici, c'est la structure élémentaire d'un générateur aléatoire à base de deux oscillateurs en anneau. Qu'est-ce qu'on fait? On divise l'horloge d'un des deux, on échantillonne un signal avec l'autre, et comme ça, on va échantillonner des fois des 0, des fois des 1. C'est ce que vous pouvez voir sur ce graphe. Le signal échantillonné, il est ici. Le signal échantillonnant, on a choisi un facteur de division 5. Donc, à cet instant, je vais échantillonner un 1. Et à cet instant-là, je vais aller échantillonner un 0. Donc, les deux signaux, ils avancent l'un avec l'autre. Et donc, du coup, je vais échantillonner parfois des 1, parfois des 0. Ceux qui ont déjà fait du design numérique vont vite voir qu'on a un très gros problème en faisant ça. C'est qu'on échantillonne deux signaux désynchronisés. Et donc, du coup, on entre dans ce qu'on appelle la zone de métastabilité de la bascule. C'est quelque chose qu'on doit caractériser parce que la métastabilité, c'est un bruit qui est différent du bruit thermique. Donc, il faut qu'on vérifie qu'on n'ait pas de métastabilité dans notre bruit. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que dans mon modèle d'émulation, je vais prendre en compte cette métastabilité. Donc, du coup, je viens voir ce que j'ai sur une plateforme FPGA, donc c'est la plateforme qu'on verra tout à l'heure, c'est du Xilinx. Et dans la datasheet, eh ben, je viens lire ces deux valeurs de setup et de hold qui vont me dire comment se comporte la bascule en métastabilité. Et maintenant, eh ben, j'ai généré mes deux signaux d'oscillateurs RO0 et RO1 qu'on a affichés tout à l'heure dans un graphe. Et avec mon émulateur de Elementary Ring, je suis capable de générer mes premiers bits. Donc, ce qu'on peut faire, c'est afficher dans le temps les 100 premiers bits qu'on vient de générer. Donc, c'est généré à partir d'un émulateur. Donc, ça n'a pas de sens d'utiliser ça tout de suite sur mon PC. Par contre, je peux quand même estimer l'entropie de ces bits. Donc, l'entropie, c'est quoi? C'est plus l'entropie se rapproche de 1, plus je suis aléatoire. Donc là, eh ben, c'est pas terrible, hein, parce qu'on a une entropie de 0,5. Mais d'abord, c'est parce que je suis sur un émulateur, et ensuite parce que j'utilise le modèle élémentaire. Donc comment je peux faire pour augmenter mon entropie? Eh bien, je peux aller sur un modèle dit multi-ring. C'est très simple en fait. J'ai le même que tout à l'heure, mais je mets en parallèle plusieurs oscillateurs et je viens xorer la sortie. Donc avec notre émulateur, on est aussi capable de faire tourner ce modèle multi-ring. Donc là, je génère d'abord plusieurs vecteurs d'oscillateurs en anneau avec des fréquences entre 96 et 99 MHz. Et une fois que j'ai généré, je peux émuler mon Muro et générer une sortie bit. Donc ça va nous prendre quelques secondes. Et on va pouvoir voir toujours afficher les 100 premiers bits. Et surtout, on va pouvoir voir que l'entropie, elle augmente parce que je viens de mélanger différentes sorties d'oscillateurs. Donc là, on est toujours en émulation et on peut faire face à un problème. Je remonte un petit peu, je suis désolé, c'est pas très construit. C'est que mes oscillateurs en anneau, ils peuvent s'influencer l'un l'autre. C'est-à-dire que j'ai spécifié que tous les oscillateurs avaient une fréquence un peu différente. On avait pris entre 96 et 99 MHz, je crois. Mais dans le vrai hardware, peut-être que deux vont se mettre à la même fréquence parce qu'ils s'influencent mutuellement. Et si tous se mettent à la même fréquence, on appelle ça le phénomène de locking.
eh ben, notre bascule, elle va échantillonner que des 0 ou que des 1, et donc notre aléa, eh ben, il sera vraiment nul. Donc ce modèle est très bien, mais il peut amener des problèmes sur le matériel. Donc dans notre plateforme OpenTRNG, on amène un troisième modèle, enfin on amène, c'est pas nous qui l'amenons, c'est un modèle de l'état de l'art, mais qu'on fournit dans la plateforme. C'est le modèle d'échantillonnage cohérent. Donc je vais peut-être pas entrer complètement dans le détail. L'idée, c'est de dire que on a deux oscillateurs en anneau qui avancent l'un par rapport à l'autre, toujours, et on vient mesurer la phase relative. Et la phase relative, quand les oscillateurs se doublent ou se reculent, eh ben c'est cette phase-là qui va faire l'aléa. Et donc, du coup, ce petit circuit, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient compter le temps entre le moment où on change la phase, où on revient sur la phase, et ce circuit nous sort un compteur qui nous donne ce temps. Et ce temps, si je prends le bit de poids faible, ça me fait mon nombre aléatoire. Et on va voir un peu plus loin que si j'utilise la valeur du compteur en entier, je vais pouvoir avoir d'autres informations qui sont très très utiles. Donc évidemment, j'ai deux vecteurs d'oscillateurs en anneau qui sont prêts. Donc dans la plateforme, on a l'émulateur de cette structure et on va générer la sortie tout de suite. Et cette fois, on ne va pas tracer la sortie des bits, mais on va tracer directement la distribution des compteurs qu'on obtient. Donc, on pourrait tracer la sortie des bits, mais ce n'est pas très important. On va attendre que l'émulateur termine. Voilà, donc on a ici une distribution émulée de sortie de compteurs. Donc on voit qu'on a une distribution qui bouge, et c'est bien parce qu'on a de l'aléa. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les bits de poids faible de mon compteur, en prenant le modulo 2, tout simplement. Finalement, oui, on les retrace dans le temps, donc on a bien des bits aléatoires. Voilà, donc ça, c'est le premier volet, c'est le volet de l'émulation. L'émulation, donc vous l'avez compris, c'est pas réel. On vient recréer le comportement tel qu'il devrait être dans le composant. Mais si on veut passer sur le composant, bah, il va falloir prendre notre code Python et faire du code HDL, donc par exemple Verilog ou VHDL, pour pouvoir synthétiser ça sur une plateforme et le faire tourner dans un ASIC ou dans FPGA. Mais avant de le faire tourner dans un ASIC ou dans FPGA, donc il faut avoir un design, et ce design, il faut être capable de le simuler. Simuler de l'aléa, ce n'est pas possible dans un simulateur numérique. Et l'avantage qu'on amène avec cette plateforme, c'est qu'étant donné qu'on a un émulateur, comme je viens de vous montrer, si vous avez votre design numérique, donc vous pouvez utiliser les designs numériques qu'on fournit dans la plateforme, mais vous pouvez utiliser vos propres designs numériques, vous l'encapsulez dans le test bench qui est fait en Python, qui vient fournir les inputs émulés. Vous avez un golden model parce qu'on est capable d'avoir un émulateur des bits générés, et vous comparez en sortie que votre VHDL fournit la même chose que le code Python avec les mêmes inputs de bruit physique. Donc ça vous permet de valider votre circuit numérique avant de le synthétiser et potentiellement de l'envoyer en fonderie. Alors malheureusement, dans un Jupyter, je ne peux pas faire tourner un simulateur numérique. Donc du coup, on n'aura pas de démo de simulation ici. Par contre, je vous sors un exemple de validation de tous les test cases d'un COSO numérique. Par contre, je ne peux pas faire de simulation, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire tourner un générateur de nombres aléatoires là maintenant sur un vrai FPGA que j'ai connecté à mon Jupyter. Donc qu'est-ce que c'est là? C'est un circuit numérique programmable de marque Xilinx, et je vais faire tourner à l'intérieur deux oscillateurs en anneau à 100 MHz, et on va faire fonctionner le COSO que je viens de vous présenter. Donc cette fois, on va avoir non pas des résultats en émulation, mais on va avoir des résultats bien réels d'aléas qu'on aura générés dans ce FPGA. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple. On a notre générateur de nombres aléatoires physiques qui est dans le FPGA, et avec la plateforme OpenTRNG, on va fournir tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rapatrier les bits générés, mais aussi configurer le générateur comme vous le souhaitez, relire les registres de statut pour voir que tout fonctionne bien. Donc, je vous propose qu'on commence. J'espère qu'on n'aura pas d'effet démo.
Donc d'abord, je connecte mon Jupyter à ma carte. Je viens configurer les registres de mon TRNG pour d'abord faire un reset. Ensuite, lui dire, eh ben, je veux un COSO. On va sortir des bits. Et avec cette dernière commande, j'allume 2 oscillateurs en anneau. Donc là, mes 2 oscillateurs en anneau tournent déjà à l'intérieur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir vérifier qu'ils tournent en mesurant leur fréquence. Donc là, j'ai ciblé 100 MHz, mais j'ai 101 MHz pour le premier et 101.2 pour le deuxième. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer de la génération et on va rapatrier 1 million de bits. Donc ça va nous prendre quelques secondes. Donc c'est 1 million de bits aléatoires qui sont générés actuellement dans le FPGA. 1 million de bits, c'est pas grand-chose. Pour des clés, c'est beaucoup, mais pour caractériser de l'aléa, c'est la limite basse. Voilà, donc on peut visualiser temporellement les bits qu'on vient de générer. On va pouvoir estimer l'entropie des bits qu'on a générés dans le matériel. Donc là, on voit que l'entropie de Shannon, elle commence à venir chatouiller le 1 bien correctement. Et les autres estimateurs d'entropie sont aussi plutôt bons. Voilà, donc là, on a pu faire tourner le générateur de nombres aléatoires dans le matériel. Et je vous ai dit que le COSO, il sortait plus que des bits, il sortait des valeurs de compteur. Et ces valeurs de compteur, elles vont pouvoir nous servir à faire quelque chose de très très intéressant. C'est que je vous ai dit que dans les plateformes matérielles, chacune avait ses propres caractéristiques de bruit. Le problème, c'est quand vous designez un TRNG, vous ne connaissez pas la figure de bruit de la technologie que vous allez cibler. Il va falloir la mesurer. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Et le COSO, il nous amène cette capacité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire la figure de bruit du composant en utilisant directement les valeurs de compteur. Donc c'est la dernière petite démo qu'on va faire ensemble. Je redémarre le COSO, cette fois en lui demandant de me sortir non pas les bits, mais les valeurs de compteur. Et on va lancer tout de suite la démo. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je lui ai demandé de me rapatrier 100 000 valeurs de compteur brut, donc ça va prendre 30 secondes. C'est pour ça que je l'ai lancé un petit peu en avance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer directement la distribution de compteurs qu'on a mesuré dans le FPGA. Encore allez, 10 secondes de patience et on y arrive. Et vous allez voir qu'à partir de ces valeurs de compteur, on va pouvoir venir extraire les coefficients de bruit et mesurer combien j'ai de bruit thermique dans ce FPGA, combien j'ai de bruit de flicker. Donc, ici, on a de la distribution des compteurs qui ont tourné dans le FPGA pendant que je parlais. Et cette distribution, on va venir tracer ce qu'on appelle une courbe de variance. Donc, là, les résultats ne sont pas flagrants parce que j'ai mesuré que 100 000 valeurs de compteurs. J'aurais pu mettre 1 million, ça aurait été plus pertinent, mais il aurait fallu que vous attendiez 10 fois plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ici ? Ici, on trace la variance des valeurs de compteurs qu'on a mesurées dans le FPGA. On observe qu'on a une tendance avec une première pente. Et à partir de ce point, on a une tendance avec une deuxième pente. En fait, cette première pente, elle nous donne le bruit thermique qu'on a dans le composant. Et la deuxième pente, elle nous donne le bruit flicker. Et du coup, si je fais une régression polynomiale, donc la courbe en rouge sur cette courbe, je peux extraire, voilà les valeurs, elles sont ici, les valeurs de bruit que j'ai pu mesurer dans mon FPGA. Et ça, pourquoi c'est important ? C'est important parce que ces deux valeurs, je peux les réinjecter dans mon émulateur et du coup faire en sorte que j'émule de façon exacte le bruit que j'aurai dans la plateforme numérique que je cible. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre le bloc RNG, le mettre dans un ASIC, ça coûte ce que ça coûte, et vous pouvez caractériser a posteriori votre TRNG. Vous n'aurez pas besoin de faire plusieurs runs avant d'avoir un TRNG qui fonctionne. Voilà, donc j'en arrive à la fin de cette petite démo. Qu'est-ce qu'on retient là ? On retient que OpenTRNG, c'est une plateforme open source qui a été donc démarrée par le CEA l'année dernière, mais à laquelle nous sommes ouverts aux contributions externes.
Cette plateforme open source, elle permet donc 3 points importants. D'abord, elle permet d'émuler le comportement d'un générateur de nombres aléatoires physiques tel qu'il se comporterait sur un vrai device. Ensuite, grâce à l'émulateur, elle vous permet d'améliorer vos implémentations en faisant en sorte que la simulation bénéficie de l'émulateur. Et le troisième point que permet d'apporter la plateforme OpenTRNG, c'est la validation. Donc on vient de voir qu'on est capable de mesurer les bruits, mais vous avez vu tout au long de la présentation qu'on a aussi les outils qui permettent d'estimer l'entropie, par exemple. Comme ça, on n'a pas besoin de recoder tout l'état de l'art. Tout est fourni dans la plateforme. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. Évidemment, la plateforme est ouverte à toutes les contributions externes. Et si vous avez des questions, je serai heureux de les prendre. Merci.